après 5 semaines consécutives de baisse sur le SP500, on voit peut-être les premiers signes d'une hausse, mais c'est probablement un rebond. Alors, bien que ça puisse paraître une bonne nouvelle, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège haussier. Et bien que les données de cette semaine vont être importantes au niveau économique, le plus important, en fait, ça va être vendredi avec les chiffres de l'emploi et du chômage, sauf que ça va arriver pendant que le marché sera fermé aux États-Unis, la bourse sera fermée. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le risque, en plus de tout ce qui se passe dans l'actualité, évidemment, d'un gap. Donc, c'est le genre de choses qu'on voit ici, qui vient de l'année dernière quand Trump a annoncé les tarifs douaniers. Mais vous voyez à quel point on peut ouvrir ici et fermer ici et réouvrir ici le lendemain, et on a un énorme gap entre les deux. Donc, ça peut poser évidemment beaucoup de problèmes si on utilise les stop loss. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à vous préparer en vous donnant l'essentiel. Je vais rapidement vous parler d'un genre de pivot en douceur que Jerome Powell est en train de faire par rapport à l'inflation et aux coupures de taux. Ensuite, je vais vous donner une mise à jour sur l'or, l'argent, Bitcoin et le DXY, donc pour le dollar US. Ensuite, je vous montrerai rapidement un graphique qui compare l'immobilier et le SP500. Ensuite, je vais vous parler rapidement de la crise du crédit privé, donc sans redire ce que j'ai déjà dit avant, je vous donnerai juste 2-3 mises à jour, et je vous parlerai de quelques éléments qui peuvent expliquer pourquoi c'est souvent sous-estimé ce qui se passe. Je vais vous partager une stratégie que j'utilise avec mes clients et qui permet en fait de pouvoir sortir potentiellement à un niveau d'équilibre, de break-even, plus bas que le prix qu'on a acheté, et ça sans aucun frais. Alors je vous dis, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Alors c'est parti. Donc, si on commence avec Powell, à sa dernière conférence de presse, en fait, ça avait vraiment choqué le marché parce que d'un coup, il parlait du fait que le comité avait parlé de potentiellement faire des hausses de taux, alors que le marché s'attendait à plusieurs coupures cette année. Et il avait même parlé de potentiellement dès la prochaine réunion qui est fin avril. Alors ça avait vraiment choqué le marché, ça a complètement changé les attentes de tout le monde. Et depuis 2-3 jours, là, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui changent, tant dans ce qui est dit que dans les articles. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses pour se dire, oh là là, finalement, on s'est avancé vers des coupures et que tout ce qui se passait était inflationniste, mais c'est peut-être le contraire qui se passe. Alors, vous voyez ici, on a un article qui parle d'hier, qui parle que finalement, il n'y aura pas forcément besoin d'augmenter les taux d'intérêt à cause du choc pétrolier, hein, alors qu'ils disaient complètement le contraire dans leur rencontre de la dernière fois. Ça, c'est un autre article d'aujourd'hui qui dit pareil que le prix de l'essence, même s'il est plus haut que d'habitude, ça ne devrait pas pousser la Fed à monter les taux. Donc, vraiment un 180 degrés là-dessus. Et donc ça, c'est la vidéo du speech de Powell d'hier. Il a fait un speech à Harvard qui n'était pas un speech qui est supposé être très politique, mais tout ce qu'il dit, évidemment, devient important pour les marchés financiers. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on lui a posé la question sur le crédit privé, qui d'ailleurs était une question malheureusement qui n'a pas été posée pendant la dernière conférence de presse, j'ai vu que son langage non verbal était à l'opposé des mots qu'il disait. Je voyais beaucoup d'anxiété, je voyais, en tout cas, si vous voulez regarder, j'ai même mis les timestamps, là, si vous voulez aller voir sur le... Regardez un peu comment il se tient les mains en disant tout va bien. Regardez comment il se mord les lèvres après avoir dit aussi qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, je ne suis pas un expert en langage non verbal, mais juste quand je l'ai regardé, ça m'a choqué. Je l'ai regardé 2-3 fois après pour vérifier, et je trouve vraiment que on dirait qu'il envoie un message indirectement, ou peut-être il le sait pas, mais bref, c'est voilà, à vous de voir. Alors ici, on voit le graphique dont je vous ai parlé plus tôt, et donc on voit vraiment à quel point l'indice pour les maisons, en fait, a vraiment eu un pic et a commencé à baisser bien avant le SP500. Lui, il continue à monter tout ce temps-là. Il a fini par craquer, mais il y a eu ce délai quand même d'environ 2 ans. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, ça fait déjà 1 an et demi à peu près qu'on a le même genre de configuration, donc le même indice qui commence à baisser, qui nous fait tout le temps des plus hauts, qui sont de plus en plus bas, et lui, le SP500, qui continue comme si de rien n'était. Alors, potentiellement, ce cycle pourrait être plus court. Je veux dire, on n'a pas énormément de données, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous le partager. Ici, on a le SP500. Bon, alors je vous en ai parlé plusieurs fois, mais pour les nouveaux, voilà le niveau un petit peu auquel je m'attendais à ce qu'on aille au minimum. Et donc, vous voyez que hier, on était quand même juste à 2% de ce niveau. Alors, peut-être que le rebond va commencer à partir d'ici, peut-être que c'est juste une journée de hausse et que dans les prochains jours, on va venir toucher ce niveau des 613 sur l'ETF SPY. Mais globalement, c'est le niveau où je m'attends quand même à ce qu'il y ait un rebond fort. En tout cas dans cette zone-là, donc peut-être que ça va commencer à partir d'ici. Par contre, il y a quand même 2 niveaux de résistance assez forts, et c'est aussi là que je parlais d'un piège tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que
on va avoir un rebond qui va remonter et faire un plus haut. C'est possible, mais les probabilités sont faibles. Le plus probable, c'est que ce soit arrêté soit à cette ligne violette, là, qui est la moyenne mobile 200 jours, ou à la ligne bleue ici, qui est la moyenne mobile 50 jours, qui d'ailleurs, elle, a commencé déjà à aller vers le bas, ce qui n'est pas bon signe du tout. Donc vous voyez un peu la configuration qu'on avait l'année dernière. Et donc voilà, on pourrait avoir un rebond potentiellement jusque dans les 680. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, mais quand même, les probabilités sont que ce soit juste un rebond qui fait en sorte qu'en fait que le marché redevient pas euphorique, mais pas sur la défensive, pas pessimiste, que les gens revendent les assurances qu'ils ont pris et que c'est quand ce marché n'est plus prêt au choc que là on peut avoir un choc qui accélère vraiment la descente. Rappelez-vous, l'année dernière, ça s'est quand même fait en 2 temps. On a eu la première baisse, ce fameux mouvement haussier, justement piège comme on pourrait avoir, qui est en train de démarrer, qui est venu justement retourner autour de la moyenne de 100 jours et qui a échoué et qui après a plongé quasiment à la verticale en quelques jours. Donc voilà, c'est quand même potentiellement quelque chose qui nous attend. Donc voilà une version un peu plus proche. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à mettre pause. Maintenant pour l'or, donc ça c'est la version, si on dézoome un petit peu, donc comme vous voyez, on a vu quand même ces nombreux plateaux, mouvements, plateaux. Là, on a eu l'euphorie, le crack. Ensuite, on a eu la montée, mais j'avais parlé du fait que il faut digérer ce mouvement et donc en fait, on voit que, bah, ce qui s'est passé avec l'Iran a un peu forcé la main parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de liquidités et donc ça a accéléré un petit peu la descente qui a été même plus rapide que ce que j'imaginais. On est même venu toucher la moyenne 200 jours ici en violet, mais le rebond a été quand même, je trouve, assez intéressant, et donc ça m'étonnerait pas que l'or continue à digérer ce mouvement, peut-être pour quelques semaines ou quelques mois, avant de finir par repartir. Et on est un peu dans une configuration similaire avec l'argent. Donc ça, c'est juste zoomé. Voilà, donc l'argent aussi, vous voyez, sur le long terme, on a eu un mouvement similaire. Et ici, justement, on a eu aussi cette grosse baisse. On a rebondi avant même de toucher cette ligne violette de la moyenne de 200 jours. Et pour l'instant, ça tient plutôt bien. Mais voilà, à moins qu'il y ait vraiment un catalyse qui le pousserait énormément, je pense pas que le marché a complètement digéré. Donc on verra bien comment ça va, mais voilà, quelques semaines de plus, ça m'étonnerait pas avant que ça reparte. Mais ça devient quand même beaucoup moins dangereux d'investir sur l'argent ici que quand on était évidemment dans les plus hauts ou même ici. Je commençais à sentir le piège. Je vous avais montré d'autres graphiques à ce moment-là et les raisons pourquoi. Pour Bitcoin, donc vous voyez rapidement où on en est depuis la chute d'octobre l'année dernière. On a eu plusieurs mouvements de baisse. Potentiellement, on arrive sur un plateau. Certains pensent qu'on va en avoir encore un dernier. Tout dépend de comment on interprète les graphiques, hein. Moi, je le vois plus comme un mouvement, 2, 3, 4, 5. Souvent, c'est 5 mouvements comme ça. Mais il y en a qui prennent tout ce mouvement comme un et donc ils disent 1, 2, 3, 4. Et donc, on aurait une dernière jambe de baisse. On verra bien. Si on regarde plus à court terme, vous voyez qu'on est quand même dans cette zone depuis le début. On n'a pas refermé sous cette ligne rose qui était le plus bas ici, et on fait des plus bas qui sont quand même de plus en plus hauts. Donc c'est quand même intéressant, et je vous avais mis cette zone ici qui, je pense, sera la première zone de résistance entre 80 000 et 85 000. Donc on va voir quand Bitcoin arrivera proche de là, comment il va se comporter, en fonction évidemment de ce qui se passe. Ça, c'est le DXY, c'est l'indice pour regarder un peu la force du dollar contre des, des monnaies comme l'euro qui est plus de 50%. On a le dollar canadien, le yen et d'autres monnaies. Et donc, je voulais vous montrer cette ligne de tendance depuis vraiment le plus bas de 2008 qui a vraiment soutenu la plupart des grosses baisses et qui a permis au dollar de remonter quand même globalement. Et en fait, on voit que avant l'Iran, je vais zoomer, on a vu quand même cette cassure, et donc il y en avait plusieurs qui s'inquiétaient. Bon, finalement, c'est une cassure qui n'a pas été confirmée, et par la suite, on a vu vraiment ce renforcement du DXY. Il a été quand même bloqué au niveau décisionnel ici, donc il nous a fait quelque chose. Au début, c'était pas clair s'il allait juste redescendre comme ici, mais là, en fait, il nous fait un mouvement qui a plus l'air d'un drapeau haussier. C'est quand on a ce mouvement haussier rapide, et ensuite une consolidation comme ça, pour pouvoir potentiellement relancer le prochain mouvement. Évidemment, si le marché nous fait un rebond, c'est possible que le DXY continue à stagner un petit peu, parce que en général, ils vont à l'inverse, hein. Si quelque chose est en dollars, que ce soit la bourse américaine ou les matières premières qui sont principalement cotées en dollars, et ben, le DXY aurait plus tendance à baisser ou à stagner. Mais si c'est justement un piège haussier qui ne dure que quelques jours ou 1 ou 2 semaines, ben, ça pourrait être le temps que ça se stabilise avant de décoller. Alors on verra bien.
Alors maintenant rapidement, une mise à jour sur le crédit privé. Je vous referai pas les choses que j'ai dit dans les vidéos précédentes en vous expliquant ce qui se passe. Donc seulement, mise à jour rapide de 2 éléments clés plus, après une petite explication aussi pour quelque chose que les gens ne comprennent pas. Alors UBS, hein, une grande banque qui, donc connue, qui dit aux gens qui sont dans un fonds qu'ils ne peuvent pas retirer l'argent et que ça va peut-être prendre 3 ans avant qu'ils puissent le récupérer. Alors on passe quand même à l'accélération de cette crise du crédit privé. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver justement quand les gens vont vouloir des liquidités? Ben, ils vont aller vendre autre chose. Donc, c'est un bon exemple de cet effet en chaîne, un petit peu les dominos. Une autre chose intéressante, c'est que pour la première fois depuis que la crise du crédit privé a commencé, il y a environ 6 mois, on voit qu'il y a des gens qui donnent des notes, là, comme Moody's, qui ont commencé justement à réduire la note de certains fonds. Ici, ils l'ont mis comme junk. Alors c'est vraiment mauvais, là, ça veut dire à vos risques et périls un petit peu. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce qu'ils ont été quand même extrêmement en retard, dans le passé. On pense particulièrement à 2008, où, il n'y avait pas de problème, à dire que tout ce qui était subprime était très bien. Donc là, j'espère qu'ils vont apprendre de leurs leçons et mettre à jour les choses plus rapidement. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même un bon signe de voir que il faut pas prendre, pour du cash ce que les fonds nous disent qu'il y a dedans parce qu'évidemment, eux, ils se notent eux-mêmes, ils disent eux-mêmes combien ça vaut et donc voilà. Quelque chose que je voulais vous partager parce que j'avais remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais non, c'est pas 2008, on exagère, blablabla, c'était bien pire, l'immobilier, les subprimes, blablabla» et non, en fait, quand on creuse là, c'est pas tant que ça. Ça, c'est, Ben Bernanke qui a été à une commission, d'enquête après la crise financière de 2008 et qui a dit en gros là, que les pertes reliées au subprime, en fait, étaient pas assez grandes toutes seules pour avoir causé tous les problèmes qu'on a vus. Et que c'était en fait les vulnérabilités du système et le fait qu'il y avait des énormes gaps dans les outils de réponse du gouvernement qui ont causé ça. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que pas directement dans la crise, mais quand même après, en 2010, en faisant le point, en analysant ce qui s'est mal passé, durant un post-mortem, ils disent que c'était pas les subprimes parce qu'ils étaient trop petits, c'était l'ensemble des autres IT. Alors ça, c'est intéressant. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que, en fait, les subprimes, une fois qu'on a découvert les problèmes, oui, c'était plus gros que ce qu'on a en ce moment dans le crédit privé, mais avant qu'on le découvre, en fait, c'était plus petit, c'était même 50% plus petit. Parce que, d'après ce que j'ai vu, c'était environ 1200 milliards de dollars, les subprimes. Sauf qu'évidemment, il y a eu tout ce qui a été synthétique, des dérivés sur des dérivés, etc., qui ont fait en sorte qu'évidemment, ça a grandi à plus que 5 000 milliards. Mais au départ, si on avait juste dit, on compare des pommes à des pommes, donc le crédit privé en ce moment au subprime de 2008, on aurait dit, bah, c'est 1200 milliards contre 1800 milliards, donc c'est 50% plus gros en partant. La deuxième chose qui est intéressante, je vais vous montrer, c'est à quel point, donc ça c'est les trois étapes un petit peu de la crise, et on voit que, en fait, ce que je voulais vous montrer, deux choses. Le premier, c'est le gradient. Vous voyez ici, c'est pas, on passe d'une étape à une autre et c'est clair. Et aussi, quand on regarde le timing, on voit qu'il y a des périodes où il y a des mois qui se passent, il n'y a rien, d'autres où ça arrête pas d'arriver. On voit aussi les couleurs qui sont différentes, hein. Donc le rouge ici au début, c'est pour vous montrer la partie de l'étape 1. On voit ici qu'on commence à voir l'étape 2, donc ça avait commencé avec BNP Paribas ici, qui avait causé problème, donc ça avait démarré l'étape 2. Il y avait des mois où rien se passait, et puis après on avait eu évidemment tout ce qui a découlé, etc. Mais donc c'était pour vous montrer un petit peu, ça se passe différentes étapes, il peut y avoir des périodes où rien ne se passe. C'est pas toujours très clair où est-ce qu'on en est, mais on voit quand même qu'il y a un moment donné où, dans l'étape 1, on voit qu'il y a des choses qui marchent pas, c'était un petit peu les 6 derniers mois, ou les 5 derniers mois avant justement que ça commence avec Blue World, justement. Je vais vous montrer sur le prochain slide. Voilà. Et donc, que ça commence ici, vous voyez la période grise, l'étape 2 un petit peu, avec Blue World qui avait dit non, on vous donne pas votre argent et ça va prendre des années parce qu'on va fermer le fonds, etc. Et que vous voyez après aussi que bien qu'il y avait pas grand-chose ici, là on arrive tout, ça arrête pas. C'est toutes les semaines, il y en a plusieurs, c'est pour ça que je peux pas tout vous dire à chaque fois, mais bon, je voulais juste vous donner un peu plus de matériel là-dessus. Ensuite, bon, je vais pas tout vous lire, mais globalement, si vous voulez aller lire le témoignage et que vous parlez l'anglais, sinon vous pouvez le faire traduire, de Bernanke, c'est disponible sur le site de la Fed. Il y a vraiment plusieurs éléments qui montrent à quel point, heu, en plus de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ce qui cause les problèmes, c'est vraiment, le fait que ça cause de la panique.
ce genre de choses, et que quand il y a de la panique, les gens vendent. Parce que c'est plus simple, soit pour récupérer des liquidités, soit parce qu'ils ont pas envie de passer du temps et de l'énergie à voir si c'est sécuritaire, et donc le plus simple, c'est souvent juste de vendre. Et aussi que, une fois que la confiance des investisseurs est brisée, eh ben, ils vont pas revenir tout de suite, ils vont avoir tendance à faire des choses beaucoup plus défensives, et donc c'est un petit peu un cercle vicieux, comme si justement tout le monde veut sortir par la sortie d'urgence en même temps dans une grande salle, par exemple de cinéma ou de spectacle. Évidemment, ça pose problème. Donc bref, c'était pour vous montrer un petit peu différents éléments, parce que je vois trop de personnes qui disent que il y a rien là, il y a pas de problème, tout va bien. Et un autre exemple que je peux vous rappeler, hein, c'est qu'une semaine avant, toutes les banques qui ont fait faillite en 2023, qui d'ailleurs était, avant que la Fed intervienne, potentiellement plus gros que 2008, et ben, ils disaient aussi: «Tout va bien» dans des banques qui ont fait faillite une semaine plus tard. Donc voilà, à prendre avec un grain de sel leur «tout va bien». Ah oui, une dernière chose, c'est que j'ai vu aussi un autre, élément d'un témoignage justement qui a été fait, où en fait ils avouaient même en comité que les économistes, particulièrement ceux du gouvernement, vont toujours avoir tendance à seulement parler des choses en rose, comme si tout va bien, et cetera, et donc ils devraient jamais être écoutés pour que les gens prennent des décisions d'investissement ou les prévisions au sérieux. Donc quand eux-mêmes disent à un comité, qu'il ne faut pas prendre au sérieux leurs propres estimés parce que justement, ils sont tellement biaisés, voilà, ça montre à quel point un petit peu, il faut faire attention quand on se base sur, les messages officiels qui sont communiqués pour éviter la panique. Alors maintenant, vous êtes resté jusqu'à la fin. Ça, c'est la meilleure partie. Vous allez vraiment apprendre quelque chose d'utile. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de l'utiliser, mais je pense que ça peut vous ouvrir les yeux sur le pouvoir des options et à quel point ça peut vous changer la vie et vous donner un avantage compétitif par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. Alors, on va aller voir l'ETF GDX. Donc GDX, comme vous pouvez voir, il y a eu une grosse baisse récemment, hein. On est quand même passé d'environ 117 à 78 en quelques jours. Et donc, il y a pas mal de gens qui achètent sur les sommets, hein. La plupart des gens, malheureusement, achètent proche des sommets parce que c'est là qu'il y a de l'euphorie, et cetera. Et donc, je me suis dit dans cet exemple, disons qu'il y a quelqu'un qui a acheté à 110, hein, prendre des chiffres ronds pour faciliter l'exemple. Donc autour ici de cette ligne rose, ça pourrait être ici aussi. Et vous avez vu la grosse baisse et il se dit: «Oh, je suis rentré au mauvais moment, finalement, j'étais juste là pour le momentum, ça m'intéresse pas tant que ça. Si je pouvais sortir à l'équilibre, au break-even, je serais super content». Sauf que on ne sait pas si ça va retourner à 110, surtout que, pour toutes sortes de raisons, aussi en ce moment, c'est en dessous de la moyenne 50 jours qui va être une grosse résistance, quand, si on remonte là, ce qui est quand même possible. Et donc, c'est possible que ça remonte autour des niveaux des 100, mais 110, c'est plus compliqué. Alors, la plupart des gens, si ils voient ça, souvent ils font l'erreur de dire: «Bon, bah, je double mon investissement». Donc par exemple, si j'avais 100 actions à 110, j'achète 100 actions à 90, qui est le prix actuel, mettons aujourd'hui, là, et comme ça, ma moyenne descend à 100 $ et donc comme ça, si le prix remonte à 100 $, je peux sortir à l'équilibre. Sauf que ça veut dire qu'on double le risque, il y a aucune garantie, et si ça baisse, ben, on est encore c'est encore pire au niveau de l'impact. Alors, ce que la plupart des gens ne réalisent pas qu'on peut faire, c'est que on peut acheter un contrat. Un contrat qui est valable pour 100 actions, donc au même niveau, là, ici 90. Et donc, si on a ce contrat et qu'on a nos 100 actions, c'est comme si on avait descendu notre prix moyen à 100 $. Évidemment, ce contrat n'est pas gratuit. Donc, dans cet exemple-là, j'ai regardé et c'est environ 10 $ par action. Donc, on paye 10 $ par action et on a ce contrat qui nous réduit notre prix moyen à 100 $. Maintenant, ça veut dire qu'on a l'équivalent de 200 actions. Donc, on peut vendre 2 contrats à 100 $ et si on le fait, à ce moment-là, on reçoit 2 fois 5 $, parce que c'est 5 $ par contrat, donc 10 $. Donc d'un côté, on paye 10 $, de l'autre côté, on reçoit 10 $. C'est pour ça que je vous disais que c'est une stratégie qui ne coûte rien. Ça ne garantit pas que ça va marcher, mais ça ne coûte rien et ça nous permet, contrairement aux gens qui n'ont pas cette stratégie, de pouvoir sortir à l'équilibre sans mettre plus de capital à risque et en augmentant nos chances aussi parce que c'est quand même un niveau qui a plus de chances d'arriver que le 110. Et donc si on retourne sur ce graphique, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en gris ici, donc on a celui qui a les actions. Alors comme vous voyez, celui qui a les actions, ben, son prix d'équilibre, il est ici au niveau des 110. Évidemment, si l'action monte plus que 110, ben, il continue à avoir des profits. Si ça baisse, il a des pertes. Mais vous voyez que la ligne en pointillé, on a baissé le point d'équilibre de 110 à 100 ici, et qu'après, c'est plat. Pourquoi c'est plat? Parce qu'évidemment, en échange de cette stratégie avec les options, on dit: «Je suis OK de pas avoir de mettre un cap, en fait, sur mes gains». Donc
Si ça monte plus que 100, ben, moi, comme mon objectif au début, c'était de sortir à l'équilibre, je suis prêt à dire, je baisse mon équilibre et en échange, je n'aurai pas la hausse si elle arrive. Donc il y a rien de parfait, hein, dans la vie, tout est une question de compromis. Mais voilà, pour les gens, et je sais qu'ils sont nombreux, et ça se voit souvent dans les graphiques aussi, et c'est pour ça que souvent la baisse arrive en 2 fois. Ça baisse, ça remonte un peu, les gens qui ont acheté en haut se disent: «C'est l'occasion de vendre parce que j'avais trop de pertes», et c'est pour ça que ça repart par la suite. Donc voilà, bref, je voulais vous le présenter parce que je me suis dit: «C'est quand même quelque chose d'intéressant à apprendre». Et alors ce graphique, vous pouvez, l'utiliser en fait. J'ai un calculateur, je vais mettre le lien ici, donc c'est un lien vers un Google Sheet. Vous pouvez faire une copie et changer les données pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec différentes actions, différentes choses. Mais je mettrai le lien dans les commentaires si vous voulez, voir un petit peu, comment ça fonctionne. Alors, voilà pour cette stratégie, et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à le partager avec une personne que vous connaissez, que ça pourrait aider. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas dans les commentaires, et à la prochaine.